Bonjour à tous, donc nous retrouvons pour la correction des exercices sur les signaux, la caractérisation des signaux. Donc un premier exercice nous permettant de traiter la période et la fréquence des signaux. Donc on vous demande d'indiquer sur le schéma la période de chaque signal. Donc je rappelle la définition d'un signal, hein, c'est le motif élémentaire qui peut se répéter pour construire donc un signal. Donc il faut prendre grossièrement une photo du signal et puis se dire si je prends la photo de ce signal et que je la repose à la suite, eh ben, le signal doit se répéter à l'infini. Donc si je regarde le premier signal, si je pars de ce zéro ici, que je suis le signal, quand est-ce que je vais arriver au même point qui va permettre de répéter le signal? Ici j'ai un zéro, mais le signal n'est pas le même qu'avant, je continue. Donc si je regarde bien, c'est à partir de ce point. Donc la période, si je devais l'indiquer, la période, elle commencerait donc ici, elle se terminerait ici, et je l'indiquerai par une flèche qui dirait la période se trouve donc ici. Elle s'appelle grand T, la période. Pour le signal suivant, eh ben, je répète la même chose. Je me dis, si je commence ici, que je suis le signal, que je le prends en photo, eh ben, je vois bien qu'à partir de ce point-là, je répète la même chose. Donc la période pourrait commencer d'ici à ici, et je peux l'appeler donc ici T, période T. Dernier signal, donc ça c'était un signal rectangulaire, le premier sinusoïdal, le dernier un signal triangulaire. Et ben, je vois bien que cette montagne commençant ici, elle donc doit s'arrêter ici pour obtenir le signal qui se répète. Ensuite, la chose qu'on vous disait, sachant que 1 centimètre fait 50 millisecondes, calculer la fréquence de ces signaux. Donc l'opération, c'est de prendre une règle, de choisir cette règle, de la déplacer. Je vois que pour le premier signal, la période mesure eh ben, 2,4 centimètres. Donc j'effectue 2,4 multiplié par 50 millisecondes. J'obtiens quelque chose qui ferait 125 millisecondes, si je ne me trompe pas, hein, millisecondes. Donc si j'en veux la fréquence, donc F égale 1 sur T, je fais bien attention de mettre en secondes, 1, 1 excusez-moi, divisé par 0,125, j'obtiens quelque chose qui fait 8 Hertz. Si je fais les mesures pour les autres signaux, je vois bien que le deuxième signal, la période fait 2 centimètres. Le dernier signal, la période fait 1,8 centimètres. Donc j'enlève cette règle que je n'ai plus besoin. Donc pour le deuxième signal, 2 centimètres, donc je vais faire 2 fois 50, me donne 100 millisecondes. Ces 100 millisecondes, je fais 1 divisé par 0,1, puisque je le mets en secondes, ça nous fait 10 Hertz. Voilà, le dernier, c'est 1,8 fois 50 nous donne, si je ne me trompe pas, quelque chose qui ferait... donc c'est 1,8 fois 50 nous donne 90 millisecondes. 1 sur 0,09 nous donne environ 11 Hertz. Voilà. Donc ça, c'était le premier exercice qui nous permettait donc, lui, de matérialiser des périodes. Et puis, une fois qu'on avait ces périodes, eh ben, on va dire, on calculait les fréquences. Deuxième exercice, si je vais un peu plus bas, cette fois-ci, j'ai le relevé d'un oscilloscope sur lequel il y a deux voies, la voie 1, la voie 2. On a donné donc des tensions différentes sur les voies 1 et les voies 2, hein, les tensions à l'horizontale, à la verticale, excusez-moi, et à l'horizontale, on a la base de temps, donc base de temps qui dit que chaque carreau, hein, la grandeur d'un carreau, c'est donc un grand carreau qui est ici, hein, vous êtes bien d'accord, vont nous permettre donc d'obtenir le temps. Le carreau, c'est dans ce sens-là. Première chose, déterminer la période du signal. Si je regarde le signal voie 1, donc que je travaille sur la voie numéro 1. Je vois bien que la période de ce signal, si je la suis, je pars à 0 ici, je suis le signal. En arrivant ici, eh ben, j'ai un motif qui commence à se répéter. Donc ça veut dire que j'ai 5 carreaux. 5 carreaux qui durent 0,5 secondes. Donc si je fais 5 fois 0,5, j'obtiens 2,5 millisecondes. Millisecondes. Je peux donc en déduire certainement rapidement la fréquence, hein, puisque F égale 1 sur T. Hein. F égale 1 sur T, on a dit. Donc égale 1 divisé par 0,0025, qui nous donne, je crois, si je ne me trompe pas, 400 Hz. Ça, c'est pour le premier signal.
Pour le signal numéro 2, cette fois-ci, si on se promène dessus, le violet, donc je me promène sur le signal, je vois bien que la période se termine ici, et j'ai fait 8 carreaux, si je ne me trompe pas. Donc je vais faire x2, donc c'est 8 fois 0,5, qui nous donne 4 millisecondes, et si je fais 1 sur 4 fois 10 moins 3, je pourrais l'écrire, j'obtiens donc cette fois-ci 250 Hertz. Donc ça, c'était pour la partie donc horizontale. Période, fréquence. À la verticale, cette fois-ci, on veut trouver les tensions max. Donc la tension max, il y en a une qui est ici pour le signal voix 1. Elle fait exactement 1, 2, 3 carreaux et demi. 3 carreaux et demi à 2 volts par carreau. Donc ça fait 3,5 fois 2 volts par carreau donne 7 volts. La tension efficace, ça c'est la tension maximale qu'obtient le signal. La tension efficace, c'est UF égale Umax sur racine de 2. Il suffit donc d'appliquer 7 divisé par racine de 2 et on obtient 5 volts. Même question pour le signal, donc cette fois-ci violet. Lui, le signal violet, on voit bien qu'il a 2 carreaux à la verticale, ici, et que c'est 1 volt. Donc ça veut dire que Umax égale 2 fois 1, donc 2 volts. Et puis, donc, U efficace, c'est donc 2 sur racine de 2, qui donne 1,4 volts environ. Donc ça, on aurait traité cet exercice, qui lui, donc, traitait cette fois-ci de relevé de période, calcul de fréquence, relevé de tension max, calcul de valeur efficace. Donc l'oscilloscope, si on regarde sur un oscilloscope, nous permet d'obtenir les tensions maximales d'un signal. Et puis, on en calcule la tension efficace. Ça serait avec un voltmètre qu'on mesure cette tension efficace d'un signal sinusoïdal. À chaque fois, je parle bien du signal sinusoïdal. Ensuite, l'exercice numéro 3 traite du déphasage. Alors, le déphasage représente le retard entre deux signaux. Alors, on pourrait imaginer, par exemple, que l'on voit deux signaux, un signal vert qui est une tension, hein, U de t, qui dépend, une tension dépendant du temps, et un courant I en rouge, donc une intensité dépendant du temps également, et que les deux donc ne passent pas à zéro au même moment. Déphasage veut dire simplement qu'ils ne passent pas à zéro au même moment. Donc, pour calculer ce déphasage, donc le retard entre les deux signaux, on voit bien que le signal rouge a un retard par rapport au signal vert, puisque le signal rouge passe à zéro, vert passe à zéro en premier avant le rouge, donc il y a bien un retard. Le signal vert est en retard par rapport au... le signal rouge est en retard par rapport au vert, excusez-moi. Il suffit donc de déterminer, elle est déterminée par la formule qui dit que le déphasage D, c'est égal au retard, multiplié soit par 360 si je le veux en degrés, soit par 2pi si je le veux en radians, divisé par la période. Si je regarde ici, ma période vaut sur le signal vert 10 carreaux, je vois bien 10 carreaux, donc je peux mettre 10 pour la partie inférieure. En haut, le delta t, je vois bien que c'est 2 carreaux de retard. Le retard, il est bien là, vous êtes bien d'accord, je le matérialise ici. Donc 2 carreaux multipliés soit par 360 pour l'avoir en degrés, soit par 2pi pour l'avoir en radians. Donc si je le veux en degrés, j'obtiendrai à travers ce calcul, pour le premier signal, quelque chose qui va me dire que ça fait 72 degrés. Si je l'ai mis en radians, ça me donnera cette fois-ci 1,25. Si j'ai mis avec le 2pi, 1,25 radians de retard. Ça, c'est pour le premier signal. Pour le second, on peut faire exactement les mêmes calculs, hein, sauf que cette fois-ci, on voit que la période, elle fait pareil, je crois, 10 carreaux, hein, si je ne me trompe pas. Oui, il y a 10 carreaux. Donc, il suffit de se dire que, par contre, le retard, là, il est matérialisé ici. On vous l'a matérialisé. Moi, j'aurais dit que c'était soit 0,8 divisé par 10 carreaux, voilà, soit fois 360, soit fois 2pi, comme vous le désirez, et vous obtenez donc deux déphasages correspondants qui sont soit 28 degrés, hein, 28,8 degrés, soit quelque chose qui fait 0,5 radians. Dernier signal, où on fait également un calcul de déphasage, on a cette fois-ci la période. Soit on travaille en période, enfin on a la base de temps qui est ici qui est donnée, soit on peut travailler aussi en carreau, hein, ça ne change rien. On peut travailler en temps ou en carreau, ça ne change rien du moment qu'on prend les bonnes grandeurs. On voit bien que la période du signal, si je prends le signal rouge, je vois bien que j'ai 5, 6, 7,5. Donc ça veut dire que
En bas, j'aurai forcément le 7,5. Je regarde mon retard entre les signaux. Ah bah, il faut essayer de le matérialiser. Moi, j'aurais dit, il valait 0,6 environ, carreau. Je parle en carreau. Là, je parle en carreau, pas en temps. Parce que si je veux l'avoir en temps, bah, il suffit de multiplier par les 2 millisecondes, ces deux grandeurs. Que je vais multiplier bah, par, on va dire, soit 360, comme dans l'exercice précédent, soit 2π. Si je le mets multiplié par 360, eh ben, j'aurai également 28 de 28 degrés, ou alors 0,5 radians. Donc c'est les mêmes résultats, grossièrement, que l'exercice précédent. Donc ça, c'était calculer un déphasage. Alors, quand est-ce que se produit ce déphasage? Souvent, eh ben, imaginez, j'ai un moteur électrique qui fonctionne en sinusoïdal, avec des signaux sinusoïdaux. Vu que le moteur électrique est composé de constituants différents de résistance pure, qu'il y a donc des bobinages, et donc quand on réalise un bobinage, on construit un composant qui s'appelle une inductance, et ben, cette inductance produit un déphasage entre le courant et la tension. Et donc, à ce moment-là, on pourrait mesurer des déphasages. Exercice suivant, cette fois-ci, on va parler toujours de signaux sinusoïdaux, sauf qu'on va essayer de voir comment on pourrait tracer un signal sinusoïdal à partir de grandeurs connues. On vous donne donc des caractéristiques qui sont la tension efficace du signal, sa fréquence, et on voudrait tracer sur un oscillogramme qui est donc ici, hein, sur l'oscilloscope, ici, là, on voudrait cette fois-ci rematérialiser le signal. Donc pour ceci, on a besoin, pour le matérialiser, de sa période et puis de sa grandeur qui s'appelle amplitude ou Umax. Donc pour avoir la période, connaissons la fréquence, donc T égale 1 sur F, hein. On a un petit calcul à faire, sachant que F vaut 500, on a 1 sur 500, ce qui va nous donner, si on fait ce calcul, quelque chose qui, alors si on prend nos calculatrices, et 1 cinquième, 1 cinquième, ça vaut 0,2, donc ça va donner 2 millisecondes, sa période, si je fais ce calcul, hein. Je vais obtenir 2 millisecondes à la calculatrice, je pense que vous trouverez la même chose. Ensuite, on a sa valeur qui vaut, efficace, qui vaut 4,24 volts, donc je peux en trouver Umax, hein. La formule donnant ça, c'est Umax égale U efficace fois racine de 2, donc 4,24 fois racine de 2 donner, si je ne me trompe pas, 6 volts. Et donc, si je veux dessiner donc l'allure de la courbe sur le oscillogramme, alors ce qui est important d'aller voir, c'est ce qui est ici. Vous avez un petit point ici qui dit que chaque carreau qui se trouve ici, un carreau vaut 0,2 millisecondes, et que dans le sens vertical, cette fois-ci, on a un carreau donne 2 volts. Donc je sais que le maximum passera, donc j'aurai 3 carreaux de haut, donc des carreaux comme ça, j'en aurai 3. Et puis, pour la période qui fait 2 millisecondes, j'aurai 10 carreaux, parce que je vois bien que le rapport est de 10. 2 millisecondes, 0,2 millisecondes, je vais en avoir 10. Donc, si je compte là sur l'écran, il y a bien 10 carreaux. Ma période devrait commencer ici, elle devrait se terminer ici. La demi-période devrait passer ici, donc un signal sinusoïdal repasse à la demi-période par 0, ça j'en suis sûr. Ensuite, ce que je sais, c'est que les maximums sont à 3 carreaux, et ils se trouvent au centre entre les zéros. Donc si je regarde, à 2 carreaux et demi, je devrais avoir 3 carreaux de haut. Donc je devrais passer par le point qui est matérialisé ici, et le point qui se matérialise ici. Donc le sinusoïde devrait se tracer comme ceci, j'essaye de faire de mon mieux. Voilà. Et là, donc, j'ai caractérisé ce que devrait représenter l'oscilloscope si je l'ai réglé et que j'ai appliqué un signal de valeur efficace 4,24 volts et de fréquence 500 Hz. Donc ça, c'est l'exercice inverse. Je ne regarde pas un signal, j'en détermine ses caractéristiques, j'ai des caractéristiques et j'établis le signal. Exercice suivant, cette fois-ci, on travaille sur des signaux qui ne sont plus des signaux sinusoïdaux, mais des signaux rectangulaires. Et on voit que dans ces signaux rectangulaires, on voudrait donc calculer ce que l'on appelle le rapport cyclique. Et pour calculer ce rapport cyclique, donc, qui s'appelle RC ou alpha, on sait que c'est le temps haut du signal sur sa période. Ça, c'est la formule à retenir. Donc, on nous demande d'indiquer sur les différents signaux le temps haut et la période du signal, de les reconnaître. Donc là, on voit bien que le temps haut, c'est celui-là. Ça, c'est temps haut. Période, elle est là.
et on nous demande de calculer le rapport cyclique. Donc rapport cyclique, je vais l'appeler RC, pour celui-ci, il vaut donc, eh ben, je regarde 2 carreaux de haut, enfin 2 unités sur 3, donc il vaut 2 tiers. Donc on pourrait le matérialiser en pourcents, hein, on divise 2 par 3, et on trouve en pourcents, mais là il vaut 2 tiers. Le signal numéro 2 qui se trouve à côté, bah, c'est la même chose, hein. Le temps haut, il se trouve ici, vous êtes bien d'accord. Ça, c'est le temps haut. La période, elle se trouve ici. T, donc le RC égale 1 tiers. Cette fois-ci, 1 tiers, donc ça fait 33%. Celui-ci faisant, je ne l'ai pas indiqué, 66% de rapport cyclique, ou 0,66. Cette fois-ci, eh ben, là, on va être un peu plus embêté parce qu'on nous a pas donné, on nous a rien donné. Alors, la seule méthode que je pourrais avoir, c'est de dire, je prends ma règle, hein. Sur ma règle, je vois que le temps haut, si je le mesure, il mesure cette fois-ci 1, 2, 3, 3, allez, j'aurais dit 3,5. Donc ça, le temps haut, il fait 3,5 ici, vous êtes bien d'accord, sur une période qui mesure, elle, depuis le départ, ici, qui fait 1, 2, 3, 4,1, environ 4,1. Donc la période qui part de là à là, elle fait 4,1. 4, je vais pousser ça, 4,1. Donc on va faire le calcul, hein. Alpha ou RC égale, donc ou RC égale, donc ça fait 3,5 sur 4,1. Je vous laisse faire le calcul décimal pour obtenir le pourcentage. Je pourrais le faire, hein, si j'appelle ma calculatrice. Donc j'ai besoin d'une calculatrice. Hop, la calculatrice me dit, je vais l'amener chez nous ici. Et je vais dire, donc c'est, on a dit 3,5 divisé par 4,1. Et ça me donne donc 0,85. Donc ce 0,85, ça donne 85% pour celui-ci, ou 0,85. Même travail pour le dernier signal. Donc je vois que le rapport cyclique, là, il va aller, enfin, la valeur autant haut, elle vaut 0,6, on va dire. Allez, on va dire. Le temps haut qui est ici vaut 0,6, excusez-moi, 0,6, sur une période totale qui vaut 1, 2, 2,8. Donc la période totale qui est de ici à ici, là, elle vaut 2,8. Donc le calcul, c'est 0,6 sur 2,8. J'enlève ma règle, je rappelle ma calculatrice, 0,6 divisé par 2,8, et ça me donne 0,21, donc 21%, égale 21%. Donc ça, c'était le calcul des rapports cycliques de différents signaux. Alors, le rapport cyclique n'apparaît que sur les signaux rectangulaires, sur aucun autre signal. Des petites questions à compléter. On vous dit, pour donner en pourcent, c'est pas très dur, hein. Un rapport cyclique qui vaut 0,37, ça fait 37%. Un quart, donc ça fait 25%, hein, ça c'est clair. 0, donc ça fait 3 quarts, si je le mets en fraction. Un dixième, ça vaut 10%, pas trop dur. 2 tiers, on l'a vu au-dessus, c'était 66%. Et puis 33%, donc c'est bien un rapport cyclique qui ferait un tiers. On l'a vu également dans l'exercice précédent. On vous dit que signifie un rapport cyclique de 1/8 pour un signal rectangulaire. Est-ce que TH est 8 fois plus grand que T? Ça, c'est pas vrai. Donc ceci, faux. Est-ce que TB est 8 fois plus grand que T? Ça, c'est pas vrai non plus. Si je regarde 1/8, hein, je trace 1/8, ça veut dire que j'ai quelque chose qui est comme ça, et qui serait comme ça. Si je mettais un temps dessus, je pourrais dire que si c'est 0 ici, ici j'ai 8 secondes, et ici j'en ai une en fait. C'est bien ça, 1/8. 8 secondes de là à là, et pour la période, et 1 seconde pour le temps haut. Le temps haut plus le temps bas égale 8, mais on ne sait pas. Parce que ça aurait pu être 16 secondes que j'ai mis. Donc ça, c'est une affirmation qui ne va pas non plus. Le temps haut plus le temps bas sont 1/8. Ça, c'est pas vrai non plus. Le temps haut est 8 fois plus grand que le temps bas. Le temps haut ici est 8 fois plus grand que celui-là. C'est pas vrai là, c'est 7 fois plus grand. Le temps haut, non, il est déjà pas 8 fois plus grand, donc lui, il peut disparaître. Le temps bas est 8 fois plus grand. Si j'ai 8 fois plus grand, donc j'aurai ici 8, j'aurai 9 en totalité, je n'aurai pas le bon rapport cyclique. Le T est 8 fois plus grand que TH. Ah, ça m'a l'air valide.
celle-ci a l'air valide. T est 8 fois plus grand que TB, celle-ci n'est pas valide. Donc la seule qui pouvait aller, c'est bien que la période T est 8 fois plus grand que le temps O. En prenant un exemple, on aurait pu prendre un autre exemple hein, et vérifier que ça s'applique bien dessus. Donc, on va continuer et attaquer le dernier exercice qu'il y avait à faire, hein. Lui, il traite cette fois-ci encore de rapport cyclique et puis de valeur moyenne cette fois-ci. Alors, la valeur moyenne, pour revenir un peu dessus, hein, si on prenait ces signaux qu'on voit ici, là, deux signaux rectangulaires, on peut calculer la valeur moyenne de n'importe quel signal, hein. Plus tard dans vos études, vous verrez qu'on peut calculer ça avec des intégrales, en fait, hein, des primitives et intégrales en mathématiques. Et par contre, sur un signal rectangulaire, grossièrement, c'est des calculs d'air. On peut se ramener ça à des calculs d'air. Et on pourrait penser également que pour matérialiser la chose, grossièrement, on a des parties supérieures là qui sont des tas de terre, on a des trous dans la terre, et on pourrait ici mettre un petit bulldozer hein, qui vient pousser, qui vient niveler ces tas de terre pour avoir quelque chose de droit. La valeur moyenne correspond à ce niveau où on aurait mis tout à plat en fait. Donc, première chose à faire, on vous demande de calculer les rapports cycliques des choses. Premier signal, donc celui-ci, si je calcule son rapport cyclique RC ou alpha, hein, comme je vous ai dit, deux lettres qui sont identiques dans la littérature, on a un carreau à l'état haut pour 1, 2, 3, 4, 5, donc 1/5 de rapport cyclique, donc 20% de rapport cyclique du signal. Si je voulais cette fois-ci calculer la valeur moyenne, donc la valeur moyenne, c'est le calcul de l'aire algébrique divisé par la période. Supposons que la période fait 5, hein, puisque je viens de le dire. L'aire algébrique, ça veut dire que j'ai pendant une unité de temps 4 de haut, donc je calcule l'aire de cette partie-là. Donc c'est 1 fois 4, moins, enfin plus, l'aire algébrique du signal qui est en dessous, qui vaut moins 1, qui lui dure pendant 1, 2, 3, 4. Donc entre parenthèses, moins 1 fois 4. Si je regarde un peu tout ça, que je fais mon calcul, au final, j'obtiens 0 volts. Ça veut dire que la valeur moyenne, elle se trouve en fait ici, sur l'axe des zéros. Ça, c'est une façon de faire. On aurait pu utiliser une deuxième façon de faire pour faire le calcul, en utilisant cette fois-ci, on va dire, le rapport cyclique. On peut dire que en décalant le signal, c'est-à-dire si je décale ce signal pour le ramener à 0, que je ne veux plus de partie négative, je lui additionnais 1 volt. Ça veut dire que ici j'aurai 0 volt et ici j'aurai 5 volts si j'additionne 1 volt. Et je peux dire que U moyen, donc on l'appelle U moyen, hein, ça serait cette grandeur-là, 5 volts, fois le rapport cyclique qui vaut 1/5, vous êtes bien d'accord, que je viens de calculer ici. Donc ça, j'aurais calculé la valeur moyenne, parce qu'il y a une formule qui dit que la valeur moyenne d'un signal compris entre 0 et 1 max, c'est le rapport cyclique multiplié par son amplitude max. Donc ici, 5 volts multiplié par son rapport cyclique. Et comme j'ai décalé de 1 vers le haut, je vais devoir resoustraire à cette valeur moyenne le décalage de 1, moins 1. Donc si je regarde 5 fois 1/5 donne 1, moins 1 égale 0 volts. On obtient la même chose pour cette valeur moyenne. Sur le second signal, le temps haut se trouve ici, il dure 3, ça c'est le temps haut, vous êtes bien d'accord. La période dure 5, donc ça veut dire que RC égale 3/5. 3/5, si on voulait le mettre en pourcent, ça fait 3/5, ça fait 0,6, ça fait 60%, je pense. Ça doit faire, hein, à vérifier, mais ça doit faire environ 60%. Si je calcule la valeur moyenne, c'est celle-ci, V moyen égale donc l'aire supérieure qui est ici, elle dure pendant... Alors, la période vaut 5, elle dure 3 unités fois 4, hein, ça fait donc 3 fois 4, j'ai calculé l'aire supérieure qui est ici, plus l'aire inférieure, elle va vers le bas de moins 2, hein, vous êtes bien d'accord, fois 2 carreaux aussi, hein, 2 unités. Donc ça fait 12, 4 fois 3, 12, moins 4, qui font 8 sur 5. Donc la valeur serait de 8/5. 8/5, j'ai pas dans la tête, si je reprends ma calculatrice et que je fais 8 divisé par 5, ça doit faire bon, 1,6 volts. Donc j'aurai 1,6 volts. Si je la trace, donc je serai à peu près ici, là, la valeur moyenne, U moyen serait là.
Si je veux calculer comme avant, j'ai moins de volts, je réintègre plus de volts pour arriver aux 0 ici, donc ici j'obtiens 6 volts. Donc je fais 6 volts multiplié par mon rapport cyclique qui vaut 3 cinquièmes, vous êtes bien d'accord, moins 2, puisque j'avais décalé de 2 vers le haut. Donc ça fait 6 fois 3, 18 divisé par 5, je reprends ma calculatrice, hein, 6 fois 3, 18, 18 divisé par 5 égale moins 2, on obtient nos 1,6 volts. Donc voilà pour le calcul de la valeur moyenne. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi vont servir ces signaux. Donc les signaux rectangulaires avec des valeurs moyennes changeantes comme ça vont nous servir à commander des moteurs en fait. Le moteur à courant continu, qu'on étudiera par la suite dans peu de temps, nous verrons qu'il donc on va dire que sa vitesse de rotation est proportionnelle à la tension continue qu'on envoie et donc à la tension moyenne. Si on commande le moteur avec un signal rectangulaire, on arrivera à faire facilement varier sa vitesse. Donc Arduino nous proposera de faire ceci à travers des signaux variant rapidement et facilement à travers un programme. Je vous remercie pour votre écoute et puis pour la correction de ces exos. À très bientôt.